Bon. LFI classé à l'extrême gauche par le Conseil d'État, il faut qu'on en parle. Il y a quelques semaines, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, passait une circulaire pour classer LFI à l'extrême gauche en vue des élections municipales. Et moi j'avais fait une capsule pour parler de la circulaire Nunez et du Conseil d'État, mais entre temps il y a eu l'affaire Quentin, du coup j'ai publié celle sur Quentin en premier, puis j'ai perdu les rushs de l'autre vidéo, bref on va devoir tout reprendre. Toujours est-il que précédemment je disais, attention quand vous invoquez le Conseil d'État pour défendre que LFI n'est pas d'extrême gauche, parce que c'est pas une caution sûre, ça peut changer, vous risquez de vous faire avoir. Et effectivement, on le voit maintenant, même si honnêtement, je pensais pas que le changement de classification passerait au vu des éléments invoqués. Bref, on va revenir là-dessus, mais d'abord je vais rappeler quelque chose de fondamental. Sur le plan juridique, il n'existe aucune définition légale de gauche, droite ou extrême. Le droit français ne classe pas les partis idéologiquement. Sur le plan administratif, le ministère de l'Intérieur attribue des nuances politiques pour les élections. En fait, ce sont des catégories techniques. Elles peuvent évoluer d'une circulaire à l'autre, mais elles n'ont pas de valeur idéologique. Elles ont juste une fonction statistique. Ça sert à agréger des statistiques pour rendre plus lisibles les résultats électoraux. Tant de personnes ont voté à gauche, tant de personnes à droite, tant de personnes à l'extrême droite, etc. Sur le plan politique et scientifique, les chercheurs classent les partis selon des critères analytiques. Le rapport à la démocratie libérale, au capitalisme, au pluralisme, l'historique du parti, etc. En fait, ce sont des typologies comparées. Ça veut dire qu'un même parti peut se définir lui-même d'une certaine façon, il peut être défini autrement administrativement, et les chercheurs et les scientifiques peuvent le définir encore autrement. Par exemple, Marine Le Pen, elle voulait que son parti soit classé à droite et pas à l'extrême droite, mais administrativement, ça l'a pas fait, et au niveau des scientifiques et des politologues, etc., ça l'a pas fait non plus. Donc dans tout ça, le Conseil d'État, il a deux fonctions. La première, il est conseiller du gouvernement. On a les hauts fonctionnaires qui sont les conseillers d'État, des mecs qui ont fait l'ENA, qui examinent les projets de loi, les ordonnances, etc. avant leur adoption. La deuxième fonction du Conseil d'État, c'est qu'il est juge administratif suprême. En fait, ça veut dire qu'il tranche les litiges entre les citoyens et l'administration. Et quand je dis citoyens, je parle aussi des collectifs, des partis, des associations, etc. Et dans le cas présent, il était chargé de trancher la reclassification de LFI à l'extrême gauche, puisque LFI s'y était opposé. Donc pour ça, le Conseil d'État, il contrôle plusieurs points. D'abord, la compétence du ministre, et il y a quand même peu de chances qu'ils nous disent que le ministre est une cuve à pisse incompétente. Le respect du principe d'égalité entre les candidats, l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire si la classification est cohérente au regard des faits publics, et en 4, les abus de pouvoir. Le juge ne définit pas l'idéologie d'un mouvement, il vérifie si l'administration a utilisé des critères objectifs et cohérents pour établir sa classification administrative. Donc je répète, le Conseil d'État ne dit pas « ce parti est objectivement d'extrême droite ou objectivement d'extrême gauche au sens politique », il dit seulement si la méthode administrative utilisée pour le classer est légalement défendable. Donc dans l'absolu, ça peut changer, même si des politologues sont en désaccord avec la qualification, parce que ce sont deux choses différentes. Donc, quand Nunez fait passer sa circulaire pour classer LFI à l'extrême gauche, comme elle a été contestée devant le Conseil d'État, il a dû défendre sa circulaire, enfin la légalité de sa circulaire, avec différents arguments qu'on va voir ici. Donc ça c'est un article qui a 3 semaines, comment Laurent Nunez justifie avoir classé LFI à l'extrême gauche pour les municipales 2026. Nunez il se repose principalement sur 3 arguments. Premier argument évoqué, la remise en question très forte de l'autorité judiciaire, des médias et les accusations systématiques sur la police qui tue. Selon lui, il y a une évolution vers une forme de radicalité et parfois des appels à la désobéissance civile. Alors, je sais pas à quel appel à la désobéissance civile il fait référence, parce que même pendant la manifestation du 10 septembre, il avait dit « Non, pas de violence, pas d'émeute, si vous cassez un truc ou si vous brûlez une poubelle, ils vont faire leur chou gras au JT pendant des jours. » Donc moi j'aurais bien aimé avoir des précisions sur ces fameux appels à la désobéissance civile. Pour ce qui est de la remise en question de l'autorité judiciaire et de la police qui tue, c'est documenté en fait. On voit par exemple que parmi les violences policières en Europe, la France est parmi les pays les plus mal classés avec l'Irlande. Entre 2020 et 2022, 13 pays de l'Union européenne ont enregistré au moins 488 décès en garde à vue ou lors d'interventions policières. La France présente les chiffres les plus élevés, suivis de l'Irlande, de l'Espagne et de l'Allemagne. On est dans le top de la violence policière en Europe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Depuis 2016, le nombre d'affaires ouvertes par la justice pour des faits de violence policière est en hausse de près de 60%, passant de 700 à 1110 en presque 10 ans. En parallèle, l'élucidation de ces mêmes affaires a chuté de 25% sur la même période. Le taux d'élucidation n'a cessé de baisser, au point qu'en 2024, la justice a été incapable de retrouver les auteurs impliqués dans près de la moitié des cas. Puis on sait aussi qu'ils mentent entre eux, et je sais pas combien d'enquêtes, je vais pas vous mettre tous les papiers à chaque fois parce que ça, on va pas en finir, mais
Il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent qu'ils se couvrent entre eux, qu'ils se parjurent à répétition, que c'est des potes qui enquêtent sur leurs autres potes, donc forcément ça avance pas. Bref, il y a des problèmes systémiques au niveau de la police, et effectivement, la police tue, voilà, c'est pas... Mais de toute façon, on a vu que pour Laurent Nunez, la violence policière n'existe pas, hein. Donc quand il y a des policiers qui tirent sur tout le monde, qui disent qu'ils vont crever tout le monde, etc., quand il y a des policiers qui attrapent des mecs en les traitant de kebab, qui les tabassent pour aucune raison, tout ça en fait, ce ne sont pas des violences policières, les violences policières n'existent pas. Donc déjà, cet argument, au niveau du Conseil d'État, je vois pas à quel moment il peut passer. Et quand Sarkozy ou Marine Le Pen parlent de juge rouge, il n'y a pas plus fasciste que l'appellation de juge rouge, hein, pour expliquer que c'est un complot contre eux, parce que boubou, c'est le communisme, toutes les institutions sont contrôlées par la gauche, parce qu'en fait, ils ont fait de la D à tel point que même la justice bourgeoise leur dit, wesh, là frérot, là c'est grillé. Il n'y a pas une très forte contestation judiciaire dans ce cas-là. Quand tu as des groupes d'extrême droite qui partagent la liste des juges qui participent au procès de Marine Le Pen pour dire oulala, ces juges-là, peut-être on va les choper, peut-être on va les défoncer, là il n'y a pas une contestation de l'autorité judiciaire, hein, voilà. Donc vraiment, ce premier argument, c'est de la merde. Mais ce qui est incroyable, c'est que les autres sont pires. Le deuxième argument se base sur les mauvaises relations qu'entretient le mouvement mélenchoniste avec les autres partis de gauche. Il y a une forme de désalliance au sein du bloc de gauche avec la France Insoumise qui appelle à sanctionner le Parti Socialiste et qui monte des listes contre la gauche traditionnelle, a expliqué le ministre en référence à l'absence de liste commune à toute la gauche pour ces municipales, insoumis, socialistes et écologistes ayant nationalement acté leur impossibilité à s'entendre. Donc c'est une folie. Alors qu'on a vu et revu que le PS a systématiquement trahi et refusé les motions de censure contre le Premier ministre pour sauver tour à tour Barnier, le cornu. Ils avaient dit on censurera en cas de 49.3, bah en fait non, voilà, bah les couilles, qu'ils ont été prêts à sacrifier des lignes entières du programme pour rentrer dans les bonnes grâces de Macron, que ça fait 2 ans qu'ils alimentent les clivages, que t'as Tondelier qui pépon le MEDEF ou qui va dîner avec l'extrême droite catholique, que Glucksmann répète la gauche c'est sans LFI et que le gars ne veut pas répondre quand on lui demande en cas de second tour LFI RN pour qui vous allez appeler à voter. Et on reproche à LFI de s'éloigner de la putain de gauche sociale traître. C'est quoi cet argument éclaté au sol? La raison de Nunez, en fait, c'est que LFI ne sont pas assez de centre-droite, et donc on va les foutre à l'extrême gauche. Voilà, donc ça n'a aucun sens. Mais le meilleur est pour la fin. LFI accusé de donner la primauté au communautarisme. Dernier critère pris en compte par le ministère, le fait que le mouvement s'éloigne un peu de nos valeurs universalistes républicaines en donnant la primauté aux aspects communautaires de l'organisation de la société. Le ministre de l'Intérieur s'appuie ici sur plusieurs analyses dans la presse sur l'évolution du discours insoumis qui assume une lutte catégorielle contre les discriminations portées par des personnes racisées ou leurs alliés. C'est à ce titre qu'on a classé la France insoumise à l'extrême gauche, assume Laurent Nunez. Je relis, hein. Le Premier ministre s'appuie sur les analyses dans la presse, ça veut dire que le gars il a lu Europe 1, Le Point ou Marianne, et il s'est dit ah ouais quand même ça parle beaucoup de racisme, L'universalisme comme cache-misère du racisme, l'excuse du colorblind. Ah, on voit pas les couleurs, tout le monde il est pareil, et si tu parles de race en tant que construction sociale, en tant que les catégories socialement construites, tout comme le genre d'ailleurs, ont un rôle et influencent ton rapport dans l'ordre social, c'est toi le raciste. C'est vraiment la tech. Les racistes sont les antiracistes parce qu'ils parlent de race. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gigantesque enculerie que c'est. Donc, quand les enquêtes montrent qu'on a 50% des propriétaires qui refusent de louer à des gens en raison de leur origine ethnique perçue, que les CV à consonance extra-européenne reçoivent 4 fois moins de réponses que les autres, ou qu'il y a 12 ou 20 fois plus de contrôle aux faciès des populations racisées, d'ailleurs on a été condamné pour ça au niveau européen, il faut pas en parler. Il faut pas en parler parce que la race n'existe pas, et si la race n'existe pas, il n'y a pas de racisme en fait. Et oui les gens, d'ailleurs, quand un néo-nazi hurle « Sale bougnoule !» il parle pas de race. Quand Macron dit « Il y a trop de mamado à l'hôpital », il parle pas de race non plus, c'est pas du racisme, voilà. Il faut pas dire qu'être noir te catégorise socialement et oriente tes trajectoires de vie, voilà. C'est vous les racistes à parler de contre-racial, vous êtes pas assez universaliste, voilà. Je suis même sûr que vous allez dire que la déclaration des droits de l'homme, ça concernait surtout les droits de l'homme blanc, voilà, et pas trop les droits de la femme et pas trop le droit des noirs, voilà. Vous êtes insupportable en fait, vous êtes vraiment des racistes. Bref, donc on avait ces 3 critères pour classer LFI à extrême gauche, et malgré la contestation de LFI, c'est passé. Donc voilà, c'est pour dire dans quels états sont nos institutions aujourd'hui. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique du coup où est-ce que ça place LO et NPA et RP, voilà, peut-être la turbo extrême méga giga gauche, je sais pas. Et est-ce que du coup, on peut placer le PS à droite et la Macronie à l'extrême droite? Oui? Non? Eh ben apparemment non. Et bien sûr, c'est stratégique, on va en reparler après. Juste avant, je voulais faire une petite parenthèse sur ce qu'était l'extrême gauche hors classification administrative. À l'extrême gauche, on a
Lutte ouvrière, le NPA, enfin les NPA et RP, Révolution permanente, qui sont en rupture avec le jeu démocratique et qui sont présents dans le cadre des élections uniquement pour amener leurs idées dans le paysage. En fait, ils sont pas là pour remporter les élections, contrairement à la France insoumise, ils sont là pour faire de l'entrisme, c'est une technique trotskiste, ils participent aux élections pour diffuser des idées révolutionnaires, mais ils ne pensent pas qu'on puisse changer la société en faisant le jeu des institutions. Ce qui est inaliénable à gauche, c'est l'anticapitalisme. On cherche à abolir l'État et la propriété privée des moyens de production. Le fait qu'une classe, parce qu'elle possède des usines, des structures, le capital, puisse exploiter la force de travail d'une autre classe, l'objectif étant de mettre fin à l'appropriation privée de la plus-value et au profit issu de cette exploitation. C'est donc de remettre de la démocratie interne au sein des entreprises, parce que s'il y a des droitards et des libéraux qui m'écoutent, l'extrême gauche n'est pas contre les entreprises. Par contre, elle croit que les travailleurs doivent en avoir le contrôle au lieu que ce soit un système pyramidal qui exploite tout le monde pour reverser les dividendes aux actionnaires. Voilà. Il existe différentes stratégies selon les courants, mais beaucoup s'inscrivent dans la perspective de la dictature du prolétariat. Dans la tradition marxiste, c'est une phase de transition où on cherche à supprimer les classes sociales et à dépasser la démocratie libérale, parce que la démocratie libérale est une démocratie bourgeoise, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle une certaine classe a un pouvoir décisionnaire et pas le reste de la population. Et dans cette configuration, mécaniquement, la justice, les lois, tout le système sera orienté pour favoriser une classe au détriment d'une autre. Un autre élément central de l'extrême gauche, c'est l'internationalisme, une solidarité des travailleurs qui dépasse les identités nationales comme cadre structurant du politique, avec une phrase très connue qui résume assez bien « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Et paradoxalement, ça peut temporairement passer par des formes de protectionnisme ou par le soutien à des mouvements nationaux dans un cadre anti-impérialiste. Mais l'objectif final, ça reste la remise en cause du système des États-nations, parce que ce système est lié à l'accumulation du capital et à l'exploitation mondialisée. Une autre citation qui résume ça bien, c'est « L'État moderne n'est qu'un comité qui gère les affaires communes pour la bourgeoisie tout entière ». Ça veut dire que nos États sont conçus par et pour la bourgeoisie. Ils sont structurés pour qu'une classe exerce une domination sur une autre classe. Même si, attention, à l'intérieur des États, il y a des contradictions, il y a des rapports de force, c'est jamais monolithique. Donc, le projet de l'extrême gauche à terme, c'est un système mondial plus égalitaire, avec un effacement progressif des frontières et, in fine, des hiérarchies fondées sur la nationalité, et sur les races, etc. bien sûr, et sur les genres. Donc, sachant ça, on voit bien que LFI est clairement pas d'extrême gauche. Il n'y a aucune perspective révolutionnaire, ils agissent dans le cadre des institutions démocratiques, c'est un parti réformiste. Là où ça devient une vraie force de gauche, en fait, la seule force de gauche à mon sens dans le paysage politique actuel, c'est que les socdem classiques acceptent l'économie de marché comme cadre et ils cherchent juste à corriger un peu la redistribution. Mais la social-démocratie, elle se définit pas seulement par le niveau d'intervention économique, elle se définit aussi par l'acceptation du capitalisme en tant que système. Et ce qui est intéressant, c'est que LFI parle explicitement de rupture avec les traités européens, de planification écologique et de confrontation avec certaines règles de concurrence du marché. Donc elle assume un conflit plus frontal avec l'architecture néolibérale actuelle. Et donc c'est ce qui en fait une force utile contre la montée du fascisme, parce que le populisme d'extrême droite se construit en partie sur la misère engendrée par les politiques néolibérales. Donc s'opposer au néolibéralisme, c'est agir sur les causes de la montée du fascisme. C'est comme vouloir s'attaquer à la concentration des médias et au monopole. Et c'est aussi pour ça que ça en fait une cible à abattre pour les classes dominantes. Après, entre l'ambition et la matérialisation d'un projet, bon bah il y a un gap, mais il faut bien commencer quelque part. Je pense que stratégiquement, dans le contexte actuel, et c'est là qu'on va pas être d'accord avec des partis comme Révolution permanente, que je trouve parfois un peu gauchiste, dans le sens léniniste, c'est ce refus de composer des alliances temporaires pour redéfinir le paysage politique en l'absence de moments révolutionnaires. C'est-à-dire que moi je suis plus à gauche que LFI, je ne suis pas dupe sur leur capacité réelle de transformation. Je sais que même s'ils gagnent les élections, il faudra les combattre ou les soutenir une fois qu'ils seront au pouvoir, parce qu'ils seront pris dans l'inertie des institutions, dans la pression des marchés, dans les contraintes structurelles, dans les concessions à faire avec le patronat, dans la difficulté de porter un vrai projet anti-impérialiste, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut créer des mouvements puissants à côté, pour pouvoir les appuyer quand ils auront des difficultés à faire passer leur projet, ou pour pouvoir au contraire les combattre quand ils seront en train de se recentrer. Donc, pour moi, LFI, c'est un parti avec un potentiel révolutionnaire, au sens où il peut permettre de déplacer le rapport de force pour que d'autres espaces plus à gauche puissent se manifester et progresser. Il ne faut pas voir la révolution comme un moment, mais comme un processus de transformation sur le temps long, avec plusieurs moments qui font advenir des changements révolutionnaires. Voilà, ça c'était la parenthèse, c'était un petit peu long, mais ça me semblait important. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir poser la question, pourquoi Núñez a classé la France insoumise à l'extrême gauche ?
Depuis 10 ans, Macron a joué sur la peur des extrêmes et sur le rejet du clivage gauche-droite en profitant de l'effondrement des partis traditionnels. Une grosse partie de sa campagne se basait sur le fait qu'il était ni de gauche ni de droite, il voulait s'imposer comme un centre raisonnable en mettant à distance les échecs du PS et en rassurant la droite modérée. Toute une partie de sa stratégie consistait à arriver au second tour et à demander à faire barrage. C'est ce qu'il a fait les 2 fois où il a été élu. Et donc, il a contribué d'une part à faire monter et à banaliser l'extrême droite, et à brouiller les lignes en faisant oublier d'où il venait, c'est-à-dire un banquier de chez Rothschild, qui était soutenu par des milliardaires comme Xavier Niel, Bernard Arnault ou Bolloré. Macron, ça reste une abomination venue du PS, je rappelle, il a été ministre de l'économie sous Hollande, bref, un mec avec un programme économique de droite dur et un vernis progressiste, pro-diversité, pro-droit des femmes, etc. Des promesses qui n'ont d'ailleurs jamais été tenues. En même temps, je rappelle que le gars a fait son mémoire sur le prince de Machiavel, donc qui est surpris? Macron, il a construit son image sur la stratégie du nini et sur le rejet des extrêmes. Mais la droitisation du paysage politique et le délitement du centre font qu'il n'apparaît plus comme un barrage ni une solution à quoi que ce soit. Je crois qu'historiquement, c'est un des pires présidents au niveau de la popularité. Donc, pour rester dans la course, le bloc républicain est obligé de jouer sur la peur des extrêmes. C'est la stratégie du fer à cheval que vous commencez à connaître, qui voudrait que tous les extrêmes se ressemblent et se rejoignent. Ça sert à masquer le programme ou la ligne idéologique. C'est un qualificatif qui sert à discréditer tout ce qui s'éloigne du centre. Et ça permet aussi de valider les discours sur la soi-disant violence de l'extrême gauche, de les associer aux antifas, à la menace terroriste, etc. Bref, à les discréditer et à les sortir de l'arc républicain. Il n'y a qu'à entendre Retailleau qui dit qu'ils ne sont plus dans l'arc républicain. Il y a une vraie volonté d'attaquer l'antifascisme, et donc, avec cette association, on va pouvoir potentiellement essayer de légitimer leur future dissolution, parce que les campagnes répétées de diabolisation ne fonctionnent pas. Et comment voulez-vous que les Français puissent admettre qu'on utilise leur argent pour financer une formation politique qui se montre complice de la jeune garde, complice... C'est un parti antidémocratique ? Mais vous considérez-vous que c'est être un mouvement démocratique quand on connaît l'histoire du siècle écoulé et qu'on se comporte comme tel en matière d'antisémitisme, en matière de discrimination, en matière de soutien à des mouvements terroristes, en matière de soutien à des candidats qui sont à l'origine de la création de la jeune garde? Donc dissolution de la France insoumise. Je pense que le débat doit se poser, doit être posé sur la table. On a vu la dissolution par le passé d'autres mouvements qui dépassaient les lignes qu'il ne fallait pas franchir. Eh bien, aujourd'hui, ce débat doit être posé sur la table et avec la plus grande fermeté. La hantise de la Macronie, c'est un second tour LFI-RN, parce que chez les macronistes, et même chez la gauche centriste type PS, il y a encore des gens qui sont un petit peu à gauche, et qui pourraient faire pencher la balance du côté de LFI en cas de second tour RN-LFI. Dans le même temps, ça permet à l'extrême droite de poursuivre l'inversion des valeurs et d'appeler un cordeau sanitaire contre l'extrême gauche. Bref, c'est une stratégie qui vise à officialiser ce qui a été préparé depuis un moment dans le discours médiatique, normaliser l'extrême droite et marginaliser la gauche de rupture pour qu'elle ne soit pas au second tour. Et c'est une stratégie à laquelle participent activement le PS, ELV, etc., qui préfèrent sauver leur siège en faisant des compromis avec la Macronie. C'est une stratégie d'isolement. Le Front républicain se reconstruit contre la France insoumise pour préserver le capital, parce qu'il sait très bien que le Rassemblement national ne menace pas ses intérêts. Voilà, c'est tout pour cette capsule. On a vu un petit peu à quoi servait le Conseil d'État, on a vu à quoi ça servait de classer la France insoumise à l'extrême gauche, et on a vu ce que c'était l'extrême gauche. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour ceux qui avaient besoin d'un petit récapitulatif. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson ici et sur Instagram. Je remercie tous les tipeurs qui aident leurs camarades, c'est extrêmement gentil, merci à tous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.